quand on pense à la fiction, on se dit... La caméra, le son, mais aussi des questions éthiques. Pour cette séance, cette discussion autour du cinéma et plus particulièrement de la comédie, du burlesque et de son rapport à la tragédie. Ce qui n'est pas évident voilà. Comme ça. La première étant que je suis en choc thermique en arrivant à Paris hier soir. Je suis au boule. Mais peut-être en préambule, Wissam, ton cinéma, alors certains d'entre eux le connaissent peut-être déjà, est caractérisé par un certain mélange des genres qui a en partie lié avec ton histoire, la façon dont tu es rentré dans le cinéma. Enfin, Oui, parfois on n'a pas trop le choix en fait. Le cinéma étant quelque chose de profondément organique et personnel, il est souvent rattaché à l'intime et au vécu. Moi, par exemple, je n'ai jamais étudié le cinéma, je ne suis jamais allé dans une fac de cinéma. Je viens du Liban, je suis arrivé à Paris en 98. Tout ce que j'avais vu, c'était soit des films francophones, on va en parler plus tard, Louis de Funès, Les Charlots, soit des films de guerre, Rambo, Sylvester Stallone, Schwarzenegger. J'avais vu deux films intéressants de façon très fortuite qui étaient Le Temps des Gitans de Emir Kusturica et La Comédie de Dieu de Joao César Montero. Comme ça, par hasard. Un bon hasard. Quand même. Un bon hasard, un super hasard. Mais j'avais pas pour projet de faire du cinéma avant ça. Et quand j'ai vu Le Temps des Gitans et La Comédie de Dieu, je me suis dit je veux faire du cinéma. Ça a été un espèce de déclic. Et c'est en arrivant à Paris que j'ai pas étudié le cinéma non plus, c'est que j'ai découvert les salles de cinéma à Paris. C'est-à-dire qu'à Beyrouth, j'avais vu tout ce dont je vous ai parlé. J'avais vu Independence Day aussi, un sombre navet. Et j'en étais très fier à l'époque. Je croyais que c'était ça le cinéma. J'avais vu The Rock de Jerry Bruckheimer. J'avais vu plein de blockbusters américains qui passaient dans les salles. Il y avait des ciné-clubs, mais je n'étais pas cinéphile. Moi, je viens de la bande dessinée. Je lisais plein de bandes dessinées. J'arrive à Paris et je découvre des intégrales Bresson, des intégrales Dreyer, des intégrales Ozu, des intégrales de Straub. Et c'est une espèce de choc. Et c'est à ce moment-là qui s'est produit une espèce de mélange d'influences. C'est pas un apprentissage, c'est des influences. Et du coup, j'étais exposé à une somme énorme de super films, de grands réalisateurs, de grands maîtres. Et il s'en est suivi dans mes films, une espèce de mélange complètement improbable, qui est un mélange qui emprunte, soyons humbles, qui emprunte à certains de ces illustres réalisateurs que j'ai cités, et qui viennent aussi de mon vécu, de petit Libanais qui a vécu dans le cinéma d'un pays en guerre, de ce qu'on pouvait lui proposer, de l'offre culturelle de ce pays. Et donc aujourd'hui, j'ai des films qui ont un espèce de mélange des genres extrêmement bâtard, mais qui ont fini par faire l'identité de mon cinéma au fil des films. Parce que là, ça doit faire... J'ai fait mon premier film en 2003, mais en 2000, ça fait 20 ans que je fais des films. Putain, ça passe vite. Ça fait 20 ans que j'en fais des films, et au fil des films, on arrive à détacher ou à constater une certaine identité, qui n'en est pas une. Il y a un style, on pourrait dire, qui s'est construit, alors peut-être à ton insu, en tout cas. Complètement. C'est-à-dire, je pense qu'une fois qu'on a vu plusieurs de tes films, on identifie une patte, un style, une écriture, vraiment stylistique tout à fait particulière. Voilà la différence, par exemple, de réalisateurs qui sortent d'écoles de cinéma, où on leur montre, où on leur... alors je sais pas, je ne peux pas dire que c'est bien ou c'est mal parce que j'ai jamais mis les pieds dans une fac de cinéma. Mais je suppose que dans une fac de cinéma, on vous montre ce qui est bien, on vous montre ce qui n'est pas bien. J'ai l'impression que c'est plus normé. C'est qu'il y a plus presque de règles, ou en tout cas de cadres. Et je pense que ça permet d'apprendre plus vite, mais je ne sais pas si ça donne un frein un peu à la liberté de ton plus tard. Je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire parce que j'aurais bien aimé, moi toute ma vie je le disais, j'aurais bien aimé faire des études de cinéma, sauf que je n'ai pas pu les faire pour des raisons bêtement économiques. Et donc aujourd'hui, voilà, j'ai ça à présenter. Et voilà, c'est complètement inconscient en fait. Ça s'est fait comme ça.
Alors peut-être pour rentrer un peu plus dans la thématique de ce soir, il y a parmi les éléments récurrents de ton cinéma, il y a une dimension tragique qui est liée quand même à l'histoire de ton pays et à ton vécu aussi. On en reparlera. C'est présent dans pas mal de tes films. Et peut-être en guise d'introduction, on pourrait passer le premier extrait, qui est en fait constitué de ces deux extraits qui sont montés. Voilà, c'est la première scène et dernière scène du film de Fassbinder, Ali, Fear Eats the Soul en anglais. Le titre en français, je pense que c'est Ali. Ils s'appellent tous Ali. Ils s'appellent tous Ali, voilà, de Fassbinder. Voilà, qui est un film qui t'a marqué, dont on va parler dès qu'on aura vu l'extrait. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pourquoi tu as choisi ces deux extraits, l'importance de ce film? Alors c'est un mélodrame. Fassbinder faisait des mélodrames, sauf qu'il est détourné. Fassbinder était fils de psychiatre à Munich. Il a vu défiler des psychopathes de toutes sortes dans la clinique de ses parents. Et il en a fait du cinéma. C'est-à-dire du tragique de l'existence, de son vécu, de son enfance, il en a fait un cinéma. Il a trouvé des histoires à raconter, mais en les tordant, en les distordant, en inversant les rapports de force. La plupart de ces mélodrames sont des mélodrames qui sont à la base classiques, c'est-à-dire des histoires impossibles, des histoires d'amour impossibles. Sauf que chez lui, il y a toujours des rapports de force. Il y a toujours un des protagonistes qui est assoiffé d'amour, et l'autre qui l'est moins, ou qui ne l'est pas du tout, ou qui l'est à un moment. Et ça fait souffrir les gens. Et il le faisait avec beaucoup de dureté, en fait. C'est-à-dire qu'il prenait le code du mélodrame classique et qu'il y imprimait une patte extrêmement dure. Et ce cinéma allemand et autrichien aussi, parce que je voudrais citer un autre cinéma, celui de Ulrich Seidel, a beaucoup influencé mon cinéma par voilà, cette manière d'injecter de la dureté, mais pas juste de façon grotesque ou banale ou juste comme ça, absurde pour rien, mais pour en faire un propos complètement différent. Par exemple, Seidel fait la même chose, ses personnages sont toujours en marge de la beauté, ils sont en manque d'amour, ils sont toujours en manque de quelque chose, et mes personnages, dans mes films, j'essaie toujours de les mettre dans la marge. Déjà, je tourne en 4/3, ce qui donne beaucoup de marge, ce qui donne beaucoup de place au hors-champ, beaucoup plus de place à l'extérieur, aux esprits, pour pouvoir interagir avec ce qu'on voit à l'écran. Et ils sont souvent aussi en marge de la beauté, parce que mes personnages... Alors, ça dépend des films, mais dans Tomber du ciel, par exemple, ce sont deux hommes qui sont
dont un est gros et poilu par exemple. Ils sont en marge de la beauté, des canons de beauté masculins tels qu'on peut les connaître. Dans Dirty, Difficult, Dangerous, quand vous allez les voir, ils sont à la marge de la société, ils sont à la marge de l'amour ou de l'histoire de l'amour, d'amour acceptable. Et j'interroge les rapports de force là-dedans. Qu'est-ce qui se passerait si des marginaux tombaient amoureux? Qu'est-ce qui se passerait si un réfugié syrien tombait amoureux d'une domestique éthiopienne? Qu'est-ce qui se passerait si cette histoire d'amour impossible pour cause de racisme devenait possible? Donc j'essaie aussi de prendre souvent des codes et de les faire exploser. Ça doit être relié à mon origine proche-orientale. On aime bien faire exploser des choses, paraît-il. Et pareil, par exemple, dans Dirty Difficult que vous allez voir, je prends les choses à l'inverse. Parce qu'on a l'habitude, par exemple, de voir des réfugiés à la télévision, sales, fatigués, dépenaillés, à bout de force, au bout de leur vie, en PLS. On a l'habitude de voir dans notre vie, peut-être pas beaucoup au cinéma, des domestiques, sales, fatigués, courbés. Et je montre des réfugiés et des domestiques magnifiques. Donc, pareillement, inverser le rapport de beauté pour en faire un propos politique. Ce n'est pas parce qu'on est réfugié ou parce qu'on est un domestique qu'on doit être moche, qu'on doit être sale, qu'on est dépenaillé. Mais ça, je ne vous en dirai pas plus parce que ce serait spoiler le film. Ça serait un peu dévoiler le film. Voilà. Oui, il y a quelque chose d'autre qui me frappe dans cet extrait, dans ce choix par rapport à ton cinéma. C'est tu parlais de dureté chez Fassbinder, mais il y a aussi une grande rigueur dans le cadrage, dans l'image, dans les regards, dans la façon d'éclairer, et aussi une grande économie. Il y a énormément de choses qui se passent dans ces deux scènes, comme vous venez de voir, et il n'y a pas une once de dialogue. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très fort, et qu'on va retrouver aussi dans ton cinéma, cette économie, cette attention aux détails. Ça vient de plusieurs choses. Là, pour voir, avec 2-3 regards, tout est dit. Tout est dit, les rapports de force, les rapports de désir, les rapports amoureux, qui désire qui ne désire pas qui est jaloux, la blonde au bar. Tout est dit en 3 regards, et c'est ça la force de Fassbinder. Alors moi, ça vient de cette influence-là, c'est-à-dire de cette rigueur de faire de la broderie de regard. C'est ce qu'ils font, c'est ce que fait Bresson, c'est ce que fait Straub, ils font le raccord sur des regards. Et également quelque chose de beaucoup plus trivial, c'est-à-dire de beaucoup plus économique, à savoir, ce dont on a discuté tout à l'heure, c'est cette différence de ton. C'est-à-dire que j'écris des films qui ne sont jamais sur un même ton. C'est jamais juste triste, c'est jamais juste comique, c'est jamais juste absurde. C'est toujours un espèce de mélange très bâtard. Et aller présenter ça par écrit à une commission. C'est le cauchemar absolu, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. C'est-à-dire que vous avez... Je veux dire, qui suis-je au regard des commissions? Je suis un nobody qui vient du Liban, là où il y a des chameaux et des tentes, qui vient présenter un film. C'est vraiment ça qui m'est arrivé quand j'ai commencé ce métier. J'étais quelqu'un de totalement inconnu qui venait présenter des projets de films à des commissions, d'augustes commissions du CNC, Couroulon, avec des tons complètement différents. Et quand on lit ça, malheureusement, le financement des films est basé sur de l'écrit. On présente des scénarios, c'est de l'encre sur du papier pour faire des images sur de l'écran, ce qui est complètement absurde. Mais le système est tel, et donc si on veut jouer le jeu, il faut présenter un scénario écrit. Ils lisent ça et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, et jusqu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas. J'ai jamais eu le financement du CNC pour un long métrage. Ce qui implique qu'on ne me donne pas l'argent, un financement à minima, c'est-à-dire je tourne des films avec très peu de budget. Filmer des films avec très peu de budget, ça implique un minimalisme à l'écran. Le raisonnement inverse, c'est que si j'avais plus d'argent, mes films auraient peut-être été différents. C'est très baroque, c'est insupportable. Il y aurait plein de figurants, et ça a façonné finalement, c'est-à-dire l'un nourrit l'autre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on me dit, ah ouais, mais il n'y a pas de figurants dans tes plans, il n'y a jamais de gens qui passent et tout. Moi je dis oui, effectivement, parce que à force de tourner des films, j'ai créé un monde sans figurants parce que je ne peux pas me les payer, où les rues et les pays, où
Les univers que je filme sont comme des astres morts. C'est-à-dire qu'il y a de la dureté partout, il n'y a personne dans les rues, il n'y a que mes personnages comme ça, dans des écrins de solitude. Mais l'un a fait l'autre. C'est que si j'avais de l'argent, j'aurais peut-être mis plein de gens et ça aurait fait un cinéma totalement différent. Donc quelque part, cette liberté de ton a des répercussions, mais fort heureusement, cette liberté de ton a fait que je puisse faire des films qui sont différents. Je n'irai pas jusqu'à remercier les commissions de m'avoir refusé le film. Ce serait un peu sadique envers moi-même. Mais voilà, c'est ce qui a fait que, comme vous verrez, dans Dirty Difficult, il n'y a pas beaucoup de figurants. Et dans tous mes films, c'est des choses qui sont extrêmement minimalistes et en même temps extrêmement rigoureux. Et extrêmement incarné. Extrêmement incarné. D'ailleurs, je vous rassure, on n'est pas dans les plans déserts. Non, on n'est pas sur 3 minutes sur un bout de rocher. Peut-être on peut... Donc on a évoqué la tragédie, Fassbinder, la rigueur. Alors, tes films, c'est aussi beaucoup de fantaisie, beaucoup d'humour, et un humour qui est très souvent pas évident à manier, qui est le burlesque. Voilà, c'est l'autre extrême. C'est l'autre extrême de ton spectre. Et pour ça, tu nous as choisi un extrait tout à fait particulier. On vous laisse découvrir. Oui, mon fond. Ne partez pas. Ne partez pas. Allez, fais-moi le camp. Qu'est-ce que c'est ça? Oh! Il m'a fait. Hey, girls! Debout, il faut les rattraper. Gardez-vous! Gardez-vous! À la pâle clarté des lampes languissantes, sur de profonds coussins tout imprégnés d'odeurs. S'avançant plus câlin que les anges du mal, pour troubler le repos où mon âme était mise. Et la candeur unie à la lubricité donnait un charme neuf à ces métamorphoses. Ces bras vaincus, jetés comme de vaines armes, tout savait, tout paraît, sa fragile beauté. Des plaisirs Dans quel état ils me les ont mis? Dans quel état? Je te laisse nous parler des gendarmes à Saint-Tropez. C'est un monument du cinéma français. Effectivement, un monument. Et je pense que c'est les films de Louis de Funès sont les films les plus underrated du cinéma français. Voilà ce que je voyais pendant mon enfance au Liban. C'était ça l'offre culturelle. C'était Louis de Funès, les Charlots,
C'est ce qui s'exportait. Mes parents allaient voir ça au cinéma, on les louait en vidéocassette. Et ce film est extraordinaire parce qu'il y a toute la série des extraterrestres avec les grimaceries, des gendarmes, avec toutes les grimaceries de Louis de Funès. Mais celui-là est totalement particulier parce que ça part sur un film de grosses blagues de Louis de Funès. Les grimaces, tout le tout-team, tout le folklore, tout ce qu'on connaît de Louis de Funès. Sauf que là, d'un seul coup, ça devient menaçant. On a enfin les gendarmes qui embrassent des meufs. Toute la série des gendarmes, c'est ça. C'est des mecs, des gendarmes qui fantasment sur des nanas sur la Côte d'Azur. Et juste au moment où ils embrassent des nanas, c'est des fausses. Et d'un seul coup, ça devient inquiétant. Et d'un seul coup, on est dans Carpenter, Invasion Los Angeles, They Live We Sleep, ils sont en métal, c'est des robots. Et puis elles partent, et puis elles sautent Steve Austin, l'homme qui valait 6 millions. Et soudain, on passe dans du Baudelaire. What the fuck? Si ça, c'est pas du changement de ton. À le revoir, c'est un extrait qui est quand même assez... Et c'est passé comme une lettre à la poste, et jusqu'ici, j'arrive pas à comprendre pourquoi, et c'est peut-être pour ça que ce film est resté. Parce que c'est incroyable. C'est incroyable la liberté de ton qu'ils se sont permis sur ce film. Ensuite, il y a toutes ces histoires on découvre qui sont en métal, qui tombent et qui rouillent. Mais j'en dirai pas plus. Mais en tout cas, voilà, et c'est ça qui m'a inspiré dans mes films, c'est-à-dire que une invasion extraterrestre, c'est jamais bon signe. En général, on va se prendre la raclée de notre vie, parce que s'ils ont réussi à arriver dans des soucoupes volantes, c'est qu'ils ont quelques petites armes. D'ailleurs, à un moment, ils se mettent à jeter du laser avec leurs yeux et tout, et à changer de forme, ils prennent la forme qu'ils veulent, donc ils sont un peu plus forts que nous, pauvres humains. Donc cette situation, cette menace sociale, et cette menace de guerre, et cette menace d'invasion de la Terre par les extraterrestres, est complètement contrebalancée par la grosse comédie et par le burlesque. Et c'est ça que j'ai essayé d'utiliser dans mes films, c'est-à-dire de partir de situations politico-économico-sociales extrêmement tragiques, comme les réfugiés syriens après la guerre en Syrie, comme le devenir des Éthiopiennes, des femmes de ménage éthiopiennes au Liban et dans les pays arabes, comme le devenir des ex-miliciens qui ont combattu pendant la guerre civile de tomber du ciel, comme la génération post-guerre dans les Yaouïs, dans le premier film en 2003, et les contrebalancer avec du burlesque. Parce que, avec des situations aussi tragiques, à mon sens, il faut y aller très fort dans le sens de la blague pour équilibrer. Et donc, ce qui fait qu'on se retrouve au milieu avec des films qui, sur un setting, sur un background extrêmement dramatique, extrêmement triste, extrêmement parfois romanesque, peut nous faire rire. Mais par contraste, ça ne devient pas du rire gras. C'est pas qu'on rit aux éclats, c'est qu'on rit jaune. Et ça, c'est très important de doser le ton, parce qu'on ne peut pas se moquer de gens dans des situations tragiques. Et c'est très important que le burlesque ne serve pas à se moquer d'eux, mais au contraire à avoir de l'empathie, et à montrer leur désespoir. Oui, parce que le burlesque, tu le mets au service, comme tu disais, de la politique, et afin de pointer du doigt l'absurdité de certaines situations. Il y a quelque chose de très fort. C'est un rire jaune, c'est un rire qui grimace, mais qui est assez libérateur aussi. Où, dans ces moments burlesques, les personnages ne sont pas punis. C'est comme si le burlesque les sauvait aussi. Je pense à Tomber du ciel, la scène finale, qui elle est totalement improbable, extrêmement drôle, et en même temps, on est tellement content pour lui. On n'a tellement pas envie de ce type avec sa télé. On comprend tellement son geste. Il y a quelque chose comme ça qui nous permet d'aller vers quelque chose de très fin sur l'absurdité des mécanismes. Parce que c'est plus... il y a l'absurdité des situations, mais je crois que ce qui t'intéresse, enfin en tout cas ce qu'on retrouve, c'est une certaine absurdité des mécanismes. D'ailleurs, je pense pas un hasard si ce mécanisme qui rouille et qui tombe te plaît tant. C'est quelque chose qui déconne et qui finit par casser ou avoir des répercussions graves. Et de retourner dans le mécanisme et de voir à quel moment ça déconne et d'en rire, c'est très très libérateur. C'est très libérateur et c'est très difficile à doser aussi. Oui.
il faut vraiment trouver le ton juste pour ne pas se bourrer. Et ça passe au niveau de l'écriture, ça passe au niveau du tournage, ça passe au niveau du nombre de blagues au montage. C'est-à-dire que les blagues à répétition, par exemple, on a des discussions interminables sur est-ce qu'on l'a fait 2 fois ou 3 fois. 2 fois, est-ce que c'est assez? 3 fois, est-ce que c'est pas trop? Et avec ma scénariste, avec mon chef opérateur, avec ma monteuse, enfin la chef opératrice c'est la monteuse du film, parce qu'on n'appartient pas, on a toujours des discussions pour doser le ton du film. Et je m'entoure toujours d'un espèce de petit comité comme ça, restreint, pour trouver le ton juste du film, pour avoir le recul nécessaire et justement pour trouver l'identité du ton du film à chaque fois. Alors, au milieu de ces 2 extrêmes, il y a une référence très importante pour toi, qui est João César Monteiro, dont on va voir maintenant un extrait. Et est-ce que tu veux nous en dire un petit mot avant, peut-être? Alors voilà, comme je le disais, c'est le cinéaste que j'ai découvert. Alors imaginez-vous quelqu'un à Beyrouth, en 96, découvrir Montero. Découvrir la comédie de Dieu de Montero, cinéaste fantasque par excellence, chantre de la poésie lusitanienne et de la lubricité totale, 2 choses complètement opposées, un espèce de vieux vautour décharné qui collectionne les poils pubiens de jeunes vierges qu'il séduit. Voir ça, moi, à Beyrouth, j'étais sur le cul, quoi. Rei às calças. Arrei às calças. Preferia não o fazer. Arrei às calças que é melhor para ti. Tens muita garganta com essa merda na mão. Eu não queria sujar as mãos num monte de esteros como tu. Nem uma passa.
Isso não passa de amanhã. Se é o que tu julgas.